À la une ce soir, le TCSP est en bonne voie. La première réunion tenue par Martinique Transport a permis de déverrouiller de nombreux blocages. Les discussions entre les différentes entités gestionnaires vont se poursuivre demain pour une possible mise en circulation des bus le mois prochain. Une cellule de crise installée au prêcheur. De nouvelles coulées de boue volcanique sont encore possibles dans la commune. Des moyens techniques et humains ont été déployés ce matin et les habitants redoublent de vigilance. Enfin, une nouvelle formation entièrement dédiée aux besoins locaux a été inaugurée ce matin en Guadeloupe. Un master tourisme, spécialité Rome et patrimoine. Il s'agit d'une première pour le rectorat de l'Île-Sœur. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. La mise en place du TCSP semble en très bonne voie. Peut-être pas pour lundi prochain, mais les avancées semblent concrètes. L'autorité organisatrice du transport, Martinique Transport, la CFTU et la CTM se sont réunies ce matin pour enfin sortir de l'impasse. Reportage de Loïc Régis. Le TCSP voit-il enfin le bout du tunnel? Tous les points de blocage ont été mis sur la table ce matin lors d'une réunion entre Martinique Transport et la CFTU. Les organismes se sont donné 2 jours pour régler les ultimes problèmes techniques et administratifs. Tarifs et horaires sont à définir en vue de l'exploitation commerciale. Martinique Transport a fait part de ses doléances. La CFTU, délégataire du service public, doit rapidement donner une réponse. Nous devons retravailler l'offre que nous avions faite et nous avons appris aussi quelle est l'offre tarifaire qui doit être faite. Donc nous allons intégrer tout cela et apporter un élément de réponse cohérent pour permettre cette exploitation au mieux. Des ordres de prix peut-être ? Alors, ce n'est pas à nous de l'indiquer. Nous avons une indication de l'autorité délégante. Nous allons travailler à partir de ces éléments-là et nous reviendrons vers elle dès demain matin. Les échanges ont débouché sur un accord pour payer une partie de la marche à blanc de mars à mai 2017. L'autorité organisatrice du transport réglera un peu plus de 500 000 €. Un équilibre financier doit également être trouvé pour définir un coût global de l'exploitation commerciale du TCSP. Il y avait eu beaucoup de travail d'études qu'on avait mené en 2015 en fait, à l'époque pour la CACEM, pour fixer en fait le niveau de service, la tarification applicable sur le TCSP et l'ensemble du réseau, la coordination entre le réseau bus et le TCSP. Donc toute cette partie-là est validée et il reste à la CFTU en fait à faire sa dernière offre financière sur la base de ce niveau de service et de cette offre tarifaire finale, quoi. Quelle place pour les autres moyens de transport, notamment les taxicos? Ils se sentent exclus des débats. Selon Richard Marie-Reine, les transporteurs sont les mieux placés pour parler de leur profession. Moi, toujours commandé que les transporteurs qui ont participé à la commission du transport là, parce que Yonimo a dit, et secondo, que les élus par contre rien dans le transport, c'est pas le mieux qu'on est. Mandé qui commande en transport à quelle heure que les usagers sont sortis, à quelle heure qu'ils la coupé, il n'y a pas contre en patate. Il reste encore de nombreux points à régler pour que le démarrage du TCSP soit effectif. Avant la phase de commercialisation, il devrait avoir une courte période de rodage. Une question de semaine, selon les responsables du transport. Direction le prêcheur qui s'organise pour faire face aux éventuelles nouvelles coulées de boue qui menacent la commune. Une cellule de crise a été mise en place ce matin pour déployer des moyens techniques et humains. Les habitants, quant à eux, sont sur le qui-vive. Guy Raphaël René s'est rendu sur place. Regardez. 3 jours après la coulée de boue, nombreux sont ceux qui viennent satisfaire leur curiosité après avoir entendu parler de plus de 4 mètres de matériaux volcaniques accumulés dans le lit de la rivière. Juste à côté, les habitants du quartier Les Abîmes, le plus exposé de la commune, sont sur le qui-vive. Ils craignent un nouvel épisode. Le danger est là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Parce que les volcanologues, ils surveillent, ils survolent la montagne en hélicoptère. Nous sommes des simples habitants, nous ne connaissons pas vraiment ce qui se passe en hauteur. Parce que nous n'avons pas la possibilité d'aller sur le volcan. Je habite sur les hauteurs. Alors, je ne vais pas trop inquiéter. Pour les autres, oui, mais pour moi, non. Moi, ce que je vais souhaiter, tous ceux qui se trouvent et ceux qui se trouvent en bordure, si on annonce de sortir, le meilleur conseil que je peux leur porter, c'est de sortir. Les gens, ils ont déjà tout préparé. Depuis hier, on l'a dit de préparer les papiers et puis les petits bains en ville pour pouvoir s'habiller un petit peu.
Mais les gens sont prêts à évacuer assez rapidement. Tout le monde est au courant. Et puis là, je crois qu'on a pris conscience de la gravité de la situation. Hier soir, une réunion d'information et d'échange avec la population à l'initiative de la municipalité a eu lieu. Ce matin, une cellule de crise s'est également réunie avec le sous-préfet et les pompiers pour faire le point sur la rencontre d'hier soir. Il faut bien donner aux gens tous les éléments, je veux dire à la fois d'information sur le phénomène, l'organisation aussi des différents dispositifs, notamment le dispositif d'évacuation et le dispositif d'alerte. Et c'était aussi l'occasion de recueillir les suggestions, les avis, l'opinion des habitants, parce que nous sommes toujours dans cette volonté de participation des habitants lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Et dans un contexte d'urgence, je crois que la population doit être également associée. C'est tout ce que représentait en fait cette démarche de réunion lors de la réunion d'hier. Dans le dispositif de sécurité, un système d'alerte a été mis en place avec les pompiers et l'Observatoire du monde des cadets en cas d'une nouvelle menace. L'objectif, prévenir la population suffisamment tôt si l'évacuation s'avère nécessaire. Pour cela, nous avons un système de détection à plusieurs niveaux. Tout d'abord des capteurs électroniques qui sont au niveau de la rivière, qui adressent un message automatique au centre d'alerte et de traitement de l'alerte des sapeurs-pompiers à Fort-de-France. Et ce message est un message sous forme de SMS qui est crypté, qui est codé. Donc dès réception de ce message, les agents du centre d'alerte appellent l'observatoire vulcanologique et demandent une interprétation de ce message. Si les données de ce message indiquent qu'il y a un danger pour la population, immédiatement l'observatoire nous le signale et à ce moment-là, les sapeurs-pompiers situés au centre d'alerte appellent sur le terrain des sapeurs-pompiers qui sont en faction, 24 heures sur 24, avec d'autres agents de la commune, pour déclencher un système d'alarme manuel qui va alerter la population et lui dire « il faut évacuer rapidement ». Pour l'heure, la vigilance est de rigueur aux prêcheurs, particulièrement aux abords de la rivière. Des précipitations sont attendues dans les jours qui viennent et pourraient entraîner de nouveaux lahards. Partons en Guadeloupe avec une formation entièrement dédiée aux besoins locaux et inaugurée ce matin au lycée hôtelier du Gosier. Le Master 2 Tourisme, Valorisation économique et touristique du patrimoine des Caraïbes, spécialité Rome et patrimoine. Présentation de Linda Kearsi. La mise en place du nouveau Master 2 Tourisme dans l'Académie est une opportunité pour les étudiants qui souhaitent travailler au sein des institutions, des entreprises ou des associations du secteur touristique, en particulier en Guadeloupe et dans la Caraïbe. J'ai fait un Master 1 en valorisation du patrimoine à l'Université de Nantes. D'accord. Et j'ai choisi de faire ce Master 2 Tourisme pour non seulement me spécialiser dans le patrimoine de la Caraïbe, et puis peut-être un jour pouvoir... moi j'aimerais avoir un poste dans l'administration, je pense plus, pour essayer d'allier mon master de valorisation du patrimoine et le tourisme. En 2001, j'ai été de la première promotion de la licence de tourisme en Guadeloupe. Pourquoi ce choix? C'est parce que, étant plus jeune, j'ai beaucoup voyagé et j'ai constaté que voyager, c'est du rêve. Et j'ai voulu proposer du rêve contre du sourire. Le master se prépare sur 12 mois. La formation comprend également des périodes de stage en entreprise. Pourquoi un master? Alors, il faut voir que le lycée hôtelier est lycée des métiers. Alors, lycée des métiers, l'idée, c'est d'aller du CAP jusqu'à l'enseignement supérieur au BTS, en gros. Et le campus des métiers, lui, son ambition, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire d'aller jusqu'à l'université. Et là, on arrive jusqu'au Master 2, donc Bac plus 5. Le tourisme, c'est structurant pour notre département. Sans le tourisme, nous n'avons pas les deniers qu'il faut pour vivre. On ne peut pas vivre que de l'agriculture. Et puis l'université a un rôle fondamental parce que c'est l'université qui donne, qui signe les diplômes. Donc on ne peut pas faire un master, surtout à ce niveau-là, faire une formation de ce niveau-là sans l'université. Un supplément de diplôme est également proposé aux étudiants afin de s'adapter au mieux à leur projet, mais surtout en lien avec les réalités économiques locales. On a, avec ce master, je dirais, les ingrédients qui nous permettront de rassembler en fait les éléments majeurs d'une politique de développement touristique bien assis et qui nous manquait jusqu'à aujourd'hui. Cette année, 14 étudiants titulaires d'un Master 1, dont certains sont demandeurs d'emploi, préparent ce Master innovant, dont la spécialité est Rome et patrimoine, afin de cadrer au mieux aux réalités locales.
Et puisque nous parlons de nouvelles formations post-bac, faisons le point sur la nouvelle plateforme qui permettra d'y accéder dès lundi prochain. Parcoursup permettra aux futurs bacheliers de se positionner et formuler leurs vœux. Contrairement à l'ancien système qui permettait de choisir 24, celle-ci n'en propose que 10. Voyez les précisions de Linda KRC. Certes, il n'y a plus que 10 vœux contre 24 avec Parcoursup, mais l'élève pourra former des vœux multiples, sans ordre de préférence. Il pourra également postuler hors de son académie. Seront aussi transmis aux universités une fiche à venir, regroupant les notes du jeune, l'avis du conseil de classe, les compétences évaluées par les profs. Autre nouveauté, les réponses des facultés ou des écoles arriveront une par une de chaque établissement sollicité. Ce ne sera plus une affectation globale gérée par un algorithme. Les élèves devront alors refaire un choix s'ils reçoivent plusieurs réponses positives. Le temps de réponse diminuera au fil de l'année. Les candidats auront 7 jours pour répondre au mois de mai, puis 3 jours à partir de la fin du mois de juin, et plus que 24 heures pour les réponses qui tomberont après le 21 août. Certains oui seront des oui-si, c'est-à-dire que l'acceptation pourra être soumise, par exemple, à des cours de soutien. Le ministère table sur 70% des élèves qui auront une affectation avant le début des épreuves du bac. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous vous emmènerons en Guyane à la découverte du dispositif Stabiplage inauguré à Remire-Montjoly. Il s'agit d'un gros boudin installé sur la plage pour lutter contre l'érosion. Et puis nous vous présenterons dans notre JT des communes une nouvelle maison d'édition qui se donne la mission de faire rayonner les Antillais à travers leur ouvrage. La créatrice a d'ailleurs sorti un livre entièrement dédié aux femmes. Tout de suite, partons en Guyane où des élections législatives partielles seront organisées dans 2 mois dans la 2e circonscription. Pour rappel, l'élection de Lénaïque Adam avait été annulée par le Conseil constitutionnel à cause de certaines irrégularités dans le scrutin. Une décision rendue suite au recours de son adversaire, Davy Riemann, qui a officialisé d'ailleurs aujourd'hui sa candidature pour ce nouveau scrutin. Voyez ce reportage de Gaël Wassim. C'est dans le calme et la quiétude de la commune du cœur des savanes que Davy Riemann est revenu sur la scène politique 7 mois après sa défaite aux législatives. Entouré de ses principaux soutiens, le candidat malheureux des élections de juin dernier s'est attardé sur le recours qu'il a déposé au Conseil constitutionnel et sur l'annulation du scrutin. Hésitant au départ, Davy Riemann a finalement accepté de se lancer dans la bataille et, à quelques jours du nouveau scrutin, il fait preuve d'une certaine sérénité. Mais écoutez, la décision a été prise de façon collégiale en fin d'année 2017, donc durant le mois de décembre, un peu avant la nouvelle année. Donc une fois qu'on s'était tous réunis, on est tous tombés d'accord, on va dire, et à ce moment-là, de toutes les manières, il était impératif que Marie-France soit là, parce que cette campagne n'aurait pas eu de sens sans Marie-France. Et aujourd'hui, elle a pu trouver les dispositions pour être présente. Donc une fois que ça s'était validé aussi ensemble, donc on s'est décidé à y retourner tranquillement. On a à cœur de continuer à dire ce qu'on a commencé à dire au mois de juin dernier, de véhiculer ces valeurs-là, de répéter les messages qui pour nous qui rassemblent et dire aux Guyanais, quels qu'ils soient, qu'on a la possibilité d'avoir un destin commun et meilleur que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous sommes là, Marie-France et moi. Et durant toute cette campagne à venir, on aura l'occasion de répéter et surtout de bien se faire comprendre. Là, on va prendre le temps de le faire en tous les cas. Battu d'une 60aine de voix en juin par Lénaïque Adam, Davy Riemann repart en campagne avec l'objectif de convaincre les indécis mais aussi les abstentionnistes. Il était important pour moi de repartir avec lui puisqu'on avait commencé une démarche importante de pédagogie de la population mais également de défendre un certain nombre de visions qui permettront de développer durablement ce territoire. Donc il est important de repartir ensemble. Et aussi par respect pour la population, puisque les élections ayant été annulées, il est important aussi qu'on repart et pour essayer de mobiliser justement toute la population qui ne s'était pas mobilisée au mois de juin l'année dernière pour les élections. Et si beaucoup voient en ces législatives partielles un nouvel affrontement entre Riemann et Adam, il convient de ne pas oublier les autres candidats. Déjà 4 sont en lice pour le siège de député et on peut s'attendre à d'autres candidatures dans les jours à venir. Nous restons en Guyane et partons à la plage de Remire-Montjoly où un dispositif très impressionnant permet de lutter contre l'érosion. Il s'agit du Stabiplage, une sorte de gros boudin en polyester que Pierre Tréfou vous présente. Regardez.
Les plages de Guyane disparaissent peu à peu. Pour limiter l'érosion du littoral, les riverains des plages de Montjoly, regroupés en associations, ont sollicité la collectivité pour les accompagner dans l'expérimentation d'une solution technique susceptible d'arrêter le phénomène. Il y a eu l'enrochement, il y a eu les pales planches, il y a eu tout un tas de techniques que nous avons essayé d'utiliser, que les riverains ont utilisées, et chacune a montré ses limites. Et donc par conséquent, il y a eu aussi vers le Mayuri, une étude qui avait été faite et puis qui a été lancée avec un projet de Stabiplage, mais qui n'était pas le même par le département, qui pour l'instant tient un peu, mais ne tient pas véritablement comme il faut. Donc on attend voir. On attend voir si cette technique sera quand même la meilleure. Depuis le début du mois de décembre, 4 structures Stabiplage, élaborées par la société Espace Pur, ont été déployées sur la plage de Montjoly. Ce sont des structures en matériaux géosynthétiques qui ont été posées de manière perpendiculaire à la dune. Et leur fonction, en fait, c'est de capter le sable qui circule naturellement devant la plage de Rémire pour faciliter donc son dépôt sur la plage, et l'objectif est de reconstituer la plage, c'est-à-dire réaugmenter le volume de sable, élargir la plage naturellement et recréer un profil. Parce qu'en fait, donc, une fois la plage recréée, l'érosion va être enrayée. En fait, c'est la plage, la meilleure protection des terrains situés derrière. Ce test grandeur nature a la volonté de se développer sur tout le littoral guyanais pour préserver les plages et l'écosystème qui l'entoure. Prévention de la dénutrition, prévention des chutes à domicile, lutte contre l'isolement de la personne âgée. 3 conférences organisées par l'ADARPA qui fêtera ses 48 ans cette année. Pour en parler, nous recevons la directrice générale Jocelyne Placide. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors, ma première question déjà, à qui s'adressent ces conférences ? Alors, les conférences que nous organisons, que vous avez citées en préambule, s'adressent aux personnes âgées, puisque ce sont des conférences qui ont été organisées dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, qui regroupe les financeurs qui interviennent dans le champ de l'autonomie, et dans ce cadre, nous avons obtenu des financements pour organiser ces conférences. La première conférence qui est programmée, ça sera ce 26 janvier, sur la prévention de la dénutrition. Est-ce que c'est une problématique que vous rencontrez souvent chez les personnes âgées ? Absolument, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous intervenons sur tout le territoire, au domicile des personnes, mais notamment des personnes âgées, puisque nous intervenons chez 950 personnes âgées par mois, et nous constatons effectivement cette problématique qui augmente de plus en plus chez les personnes âgées. Alors, comment ça s'explique que ça augmente? Ils n'ont pas les moyens de se nourrir, ou ils se nourrissent mal? Il y a des différents facteurs. Effectivement, il y a des personnes qui se retrouvent seules, qui se nourrissent mal, ou qui vivent avec un aidant qui est aussi âgé, qui n'a pas non plus les moyens de subvenir. Parfois, ils n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins, et ils ne font pas appel non plus aux aides dont ils peuvent avoir. D'accord, donc vous allez présenter également tous les dispositifs qui sont à leur disposition. Absolument, puisque nous aurons des intervenants tels que la CTM, nous aurons aussi la CGSS, nous aurons aussi l'Office martiniquais des sports, puisque le sport aussi a un effet sur la nutrition, sur la dénutrition, pardon. Nous aurons d'autres intervenants, un médecin nutritionniste aussi. Nous aurons un sociologue également. Donc plein d'intervenants qui permettront de comment prévenir la dénutrition. Alors, les conférences suivantes sont prévention des chutes à domicile et lutte contre l'isolement des personnes âgées. Dites-nous en plus, c'est un problème qui est très récurrent aussi, là, ça on l'imagine. Oui, absolument, puisque chez les personnes âgées, vous avez beaucoup d'hospitalisations dues aux chutes à domicile. Parce qu'il y a la perte de l'équilibre parfois, ou le trouble du comportement. Donc les personnes chutent, les personnes sont hospitalisées et ont des difficultés à se déplacer par la suite. Donc c'est un problème que nous rencontrons.
notamment au SIAD, puisque nous avons un service de soins infirmiers à domicile, mais aussi au niveau du service d'aide à domicile. Très bien, donc des conférences qui s'adressent aux personnes âgées pour avoir tous les renseignements. Alors parlons maintenant de l'ADARPA, qui est une institution chez nous, hein. D'ailleurs ça rentre dans le langage courant quand on veut parler d'une personne un peu âgée, on dit quelqu'un de l'ADARPA. Vous avez été confronté à quelques difficultés il y a 2 ans d'ailleurs. Comment ça va aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, l'ADARPA, je rappelle quand même que l'année dernière, le 31 janvier 2017, que le juge a validé le plan de continuation de l'ADARPA. Donc nous entrons cette année dans la première année de ce plan de continuation. Nous avons pu quand même redresser les choses. C'est vrai qu'il y a eu un plan de licenciement assez important. Nous avons pu redresser les choses, mais il y a encore du travail à faire pour développer, puisque nous travaillons au développement de la structure par le développement d'activités, puisque nous proposons d'autres activités, non seulement aux personnes âgées, mais aux personnes à tout public. La garde d'enfants, par exemple, puisque nous sommes agréés pour la garde d'enfants à domicile, des enfants de 0 à 3 ans et de 3 ans et plus. Nous proposons des activités aux actifs, des tâches ménagères, le jardinage, le petit bricolage. Et puis nous avons accentué aussi, nous retravaillons aussi la prise en charge des personnes âgées par un accompagnement beaucoup plus poussé. Accompagnement à l'extérieur du domicile, accompagnement dans la vie sociale également. Donc c'est un travail que nous mettons en place de longue haleine. Et puis nous avons aussi un foyer logement qui se situe au Carbet. Donc nous travaillons avec les autorités de tarification pour la transformation de cet établissement, soit un établissement pour accueillir des personnes âgées dépendantes ou alors un autre type d'établissement pour accueillir d'autres publics. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis on rappelle que l'ADARPA fait vraiment partie de notre paysage puisque vous fêterez bientôt vos 48 ans. Enfin, l'ADARPA, bien sûr. Oui, l'ADARPA. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis on rappelle que la prochaine conférence publique est programmée ce 26 janvier au restaurant Le Marinoir. Merci à vous. Merci. Allez, ATV toujours plus proche de vous. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Donner la parole aux hommes et aux femmes de la Caraïbe, c'est la ligne éditoriale du Cimarron Édition Prod, une nouvelle maison créée par Nicole Cage, qui, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, elle a sorti un livre dédié aux femmes. Vous voyez la présentation d'Hubert Bornil et de Valérie Vincent. Nicole Cage est une femme profondément caribéenne, ancrée dans ses racines créoles. D'ailleurs, ce premier ouvrage qui présente une anthologie de femmes martiniquaises dit tout sur le parcours de cette femme et puis aussi sur l'ambition à travers cette maison d'édition. Nicole Cage a eu un rêve, un jour un très vieux rêve, me raconte-t-elle, au point de démissionner de l'éducation nationale après 25 années de service. Je fais des suggestions en fait, bon, sauf si ce sont des petites fautes, bon, là c'est un accent de trop, donc ça je peux le corriger. Si en termes de contenu, il y a des choses que voilà, je fais des suggestions à l'auteur. Quelques années plus tard, à force de travail et d'abnégation, nous retrouvons l'ex-professeur et documentaliste à la tête de sa maison d'édition Cimarron Édiprod. J'ai toujours été une militante caribéenne, passionnée de littérature, passionnée de musique. On ne naît pas impunément dans le même pays qu'Aimé Césaire, que Frantz Fanon, qu'Édouard Glissant, que Suzanne Roussy-Césaire. Et donc j'ai été nourrie de tout cela, de la musique de chez nous aussi, la musique des mornes, la musique traditionnelle, la musique, mais également une musique qui est ouverte, qui n'est pas fermée sur elle-même, qui est ouverte sur la Caraïbe, sur le monde. Femme qu'on flambe est sa première production littéraire. Un livre dans lequel on retrouve les écrits d'une trentaine de femmes du pays Martinique, issues de différents domaines. Il y a de parfaits inconnus, des gens qui n'avaient jamais imaginé publier un livre.
J'ai découvert leur coup de plume sur Facebook, par exemple, sur les réseaux sociaux, et donc je les ai contactés. Et puis il y a évidemment des femmes flambeaux, des femmes que nous connaissons, comme Ina Césaire, comme Fabienne Canor, comme Annick Justin-Joseph, comme Juliette Smiralda, comme Marie-Françoise Bernard, comme voilà, Mérine Seco. Donc c'est vraiment un mélange. Esquissé Souplé et de Jocelyne Béouard, la diva du zouk. Esquisser, comprendre moi. Oublie pas là depuis bon matin, en malchaise à cafon fal moi, on se voudrait poser Tibrin. Esquisser, oui, moi savent c'est tout seul qui parondi, qui était fidèle. Esquisser, pardonnez-moi. Faut que moi ça parle bas comme moi. Virez des mains, virez plus tard. Moi la café en débrouillard. En tout cas, c'est un projet très ambitieux et très réfléchi en même temps. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, participer à une soirée littéraire en même temps agrémentée de musique, ça sera ce vendredi à la mairie de Schœlcher. Information pratique avant de refermer cette édition à l'intention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 13h à 18h sur le parking de la Grande Récré de Bureau-Vallée à Cocotte-du-Cos. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tché Pays. A tout de suite.